Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à Jean-Marc Dumontet qui ne va pas tarder à arriver, président des Molières lundi prochain, 6 mai, la 35e cérémonie des Molières. Il sera avec nous dans un instant, ce sera en direct des Folies Bergères et ce sera présenté par l'humoriste et comédienne Caroline Vigneault. Ouais, je peux vous dire, hier elle était dans C'est à vous, elle a peur. Hein, ah ouais. Parce que c'est une première pour elle. Hein. Ah bah... et c'est très rare qu'on donne l'animation à une femme. Hein. Bah, il n'y avait pas eu Valérie Lemercier ou non, il y avait pour les pas Césars. Ah, les Césars, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est très rare dans une cérémonie qu'on donne. On pourra en parler avec Jean-Marc Dumontet. On va en parler avec lui dans un instant. Ça roule très mal. Si vous voulez la météo, on a Rémi André qui est là. Pour ceux qui habitent Paris. Pour ceux qui habitent Paris, effectivement, parce que mais même le sud n'est pas terrible. Hein. Ah bon ouais, pas terrible. En Bretagne, en revanche, c'est pas mal. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Il faut vous faire embaucher par Autoroute FM. Bah absolument, je vais y penser. Déjà les courses, je suis en train d'acquérir une certaine notoriété dans mon lancement de Jean-Paul Delperrier. Donc, Vous jouez aux courses ? Non. Non. Bon, et vous ? Non. Allez, le zapping. Et hier, dans C'est à vous, la journaliste Anne Sinclair est revenue sur les violences à Sciences Po et elle a trouvé que on oubliait un petit peu dans cette histoire ce qu'il se passait là-bas, sur place, et en particulier les otages dont on a tendance à oublier l'existence. On doit garder espoir, évidemment, on va découvrir, on ne sait pas combien. On dit qu'il y en a peut-être plus que 40 vivants. Le plus jeune otage du monde a aujourd'hui 18 mois, il s'appelle Kfir Bibas. Il a eu 1 an en captivité. Comment peut-on imaginer ça ? Est-il vivant? Est-il mort? Est-ce qu'on peut rendre leur corps, leurs dépouilles, au moins aux familles? Et si le Hamas, qui a voulu cette guerre, qui l'a entretenue, qui l'a cherchée, qui avait la possibilité de l'arrêter à tout moment, en libérant les otages? Il faut savoir que tous les vendredis, Anne Sinclair est au Trocadéro avec des gens qui se mobilisent et qui viennent lire des textes en soutien aux otages. Hier, elle a expliqué qu'elle était contre la politique de Netanyahou et que, en effet, il faudrait des élections en Israël. Donc, elle n'était pas Enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'elle n'était pas à fond entre guillemets par rapport à ce qui se passe là-bas. Et elle a même critiqué le fait qu'on tapait un peu fort sur Gaza. C'est un sujet évidemment délicat. Et alors, je pourrais pas faire réagir Monsieur Dumontet là-dessus, mais revoilà Gérard Depardieu à la une de l'actualité. Alors après le tribunal médiatique, Valérie, c'est le tribunal judiciaire pour lequel il va avoir affaire au mois d'octobre. Reportage de France 2. À 75 ans, Gérard Depardieu, icône du cinéma français, doit répondre de nombreuses accusations de nature sexuelle. Sur le tournage des Volets Verts, l'une d'elles, âgée de 53 ans, affirme à Mediapart que Gérard Depardieu l'a bloquée en refermant ses jambes sur elle comme un crabe et qui lui a ensuite pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. L'actrice Anouk Grimbert dit avoir été témoin de ce comportement sur le tournage. Vraiment, je n'exagère pas, du matin au soir, on avait droit à ces salasseries. On l'a tous vu, on l'a tous entendu. Je l'ai toujours entendu avoir des propos sexuels graveleux, mais oui, ça s'est très très gravement empiré avec la permission du métier qui permet ça, qui le paye pour ça. C'était sur France 2 et donc il y aura un procès au mois d'octobre. Chacun son camp, Valérie, chacun son ambiance. Tel un match de boxe hier soir sur les antennes de télévision. Alors à ma gauche, très à gauche parfois, Quotidien, qui recevait Inès Reg. À ma droite, très à droite parfois, touche pas à mon poste, recevait Natacha Saint-Pierre. Alors combat à distance, on commence par Natacha Saint-Pierre, alors très calme, très posée, très réfléchie. Elle a raconté sa peur. Elle était très agressive, elle a eu des propos qui font peur. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt respectueuse, plutôt calme. On n'a jamais crié. Donc, j'avoue, quand les gens élèvent le ton, je suis jamais très à l'aise. Et là, ça a été violent. Il n'y avait pas de violence physique, sûr, ouais. Évidemment. C'était violent verbalement, c'était intimidant. Pour Anthony et pour moi, j'ai pleuré après. J'ai appelé ma manageuse un peu inquiète après. Tout le monde a essayé de me rassurer.
Et j'ai cru que les choses allaient s'arranger, mais ça ne s'est pas arrangé. Alors de l'autre côté, Inès Reg a fait comprendre que ces accusations étaient ridicules. Quoi, t'as un souci, Natacha ? 22h, je suis comme ça au 128 en train de répéter Inès Reg menace de mort Natacha Saint-Pierre. PLS, tremblote, je suis pas bien, je me dis qu'est-ce qui se passe ? Appelle Natacha Saint-Pierre. Je l'appelle direct parce que j'avais son numéro. Je l'appelle, elle me répond à la première sonnerie. Je me dis à mon avis, elle a vraiment fait cette dinguerie la dame. Mais vas-y, OK. Donc je lui dis Natacha, excuse-moi, il y a le Parisien qui est en train de me dire je suis désolée, j'ai honte de dire ça parce que je sais que c'est pas vrai, mais le Parisien me dit que t'as posé ma courante. Elle me dit ah oui, c'est vrai, j'ai posé ma courante. Et je lui dis mais ma courante de quoi ? C'est de quoi ? Et elle m'explique, en fait, c'est des ressentis, c'est pas des faits, c'est des ressentis. Et en fait, le fait que tu n'aies pas réagi et que tu étais toute sourire, en fait, j'ai eu peur. Toi et ton équipe, vous me faisiez peur. Moi, je lui dis, à quel moment, avec mes 1m50, mes hugs et mes jogging, je peux te faire peur ? Alors, comme Monsieur Dumontet est arrivé en studio, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, c'est un peu à la Commedia dell'arte, vous qui êtes spécialiste du théâtre. Oui, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose quand même. Hein. Je trouve que c'est pas du tout passionnant. Non. Voilà, c'est de la mousse qui n'en finit pas de faire de la mousse. Qui n'en finit pas. Mais ça demeure de la mousse. Et encore, on est gentil. Absolument, oui, ça, on voit l'image. Et hier, ça a été très violent pour elle sur les réseaux sociaux. Oui, c'est assez incroyable. J'ai passé également un son sur Gérard Depardieu que vous avez connu. Comment vous suivez cette histoire à distance et est-ce que vous regrettez que Emmanuel Macron ait tenté de le protéger ? Comment vous avez regardé tout ça ? Vous venez juste d'arriver, je vous prends un peu à chaud. Non, mais Gérard Depardieu, c'est une immense tristesse. D'abord, pour toutes les femmes avec qui il a eu quand même un comportement qui est extrêmement inconvenant. Ensuite, moi, j'en sais pas plus que personne. Tout le monde commente, personne ne sait, mais il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont entamé des démarches qui sont des démarches lourdes et douloureuses pour porter plainte. Donc, c'est entre les mains de la justice. Hier, il a été entendu, il y aura un procès. Donc, je crois qu'il faut en rester à ça. Hein. Il faut aussi chérir un état de droit, c'est-à-dire respecter. Mais c'est vrai que, au travers de plein de déclarations, d'images, on se rend compte qu'il y avait quand même un comportement qui était tout à fait inconvenant, des propos assez obscènes. Donc ça engendre une grande tristesse. Je répète, pour toutes les femmes d'abord qui ont eu à subir ça, et je ne mets absolument pas en cause ce qu'elles disent, même si je dis si c'est vrai, évidemment, parce qu'on n'a pas à s'ériger en juge. Je le répète, on est dans un état de droit. Il a été hier en garde à vue, il y aura un jugement. Il a été mis en examen. Il a été mis en examen, et c'est ça qui est important. Et puis aussi une tristesse pour l'acteur phénoménal que c'est, et qui voit, à cause de lui, sans doute, une carrière fracassée, à cause de ses comportements, une carrière fracassée pour un des plus grands comédiens français. Vous aviez travaillé, vous, avec lui ? On avait eu la chance de faire Love Letters. Ouais. Avec Anouk Aimée au Théâtre Antoine. C'était un moment tout à fait suspendu et extraordinaire. Cet homme est un très très grand acteur. Il l'avait fait d'ailleurs, et c'était élégant de sa part, il l'avait fait pour Anouk Aimée, parce que c'était un moment où elle en avait besoin pour plein de raisons. Donc il avait été avec elle d'une grande élégance. Mais tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, malheureusement, c'est des propos très inélégants, salaces, obscènes, qui de toutes les façons, ne sont pas à la hauteur de son talent. Non. Les résultats de ce combat d'Inès Reg et de Natacha Saint-Pierre, c'est TMC qui a gagné. Mais alors les scores sont dingues. Hein. 2 497 000 téléspectateurs, 11,8% de part de marché. C'est énorme à cette heure-là par rapport à habituellement. Et 2 155 000 par C8. Ils ont tous les deux dépassé les 2 millions avec 10,2%. Comme quoi, hein, les jeux du cirque, ça marche toujours des années et des années après. De la mousse qui rapporte de l'argent et de la publicité. Et puis qui attire les gens. Alors pour finir, c'est un petit clin d'œil je fais à John, notre réalisateur, blessé parce que c'est un grand sportif, il s'est blessé le doigt, mais bien aimé. Il a rentré 3 phrases dans l'intelligence artificielle, c'est pour faire parler de l'intelligence artificielle, pour créer un nouvel habillage. Un habillage en radio, c'est quelque chose qui coûte très cher. Il faut de la musique, il faut des auteurs, il faut des chanteuses, il faut des choristes, il faut beaucoup de monde. Et lui, il a supprimé tout ça. Et voilà ce que ça a donné en 3 minutes avec nos noms dedans. C'est un petit clin d'œil que je fais à John, mais c'est aussi très inquiétant pour l'avenir.
10h pile sur Sud Radio. Enfin juste après les infos avec Valérie Expert et Gilles Gainsman. Ça parle médias et ça se vanne entre le zapping et les invités. On parle de l'actualité, donc n'hésitez pas à y commenter. On lit vos messages en entier. Vous vous rendez compte que cette chanteuse n'existe pas? Ouais. Oui, je suis pas non plus impressionné. Je sais pas si j'ai envie d'entendre ce jingle tous les jours. C'est pas sympa pour donc c'est une inquiétude un peu limitée pour l'instant. Après, mais je pense qu'il y a moyen d'affiner les choses. Mais ce sera toujours l'être humain malgré tout qui continuera, parce que ce premier jet est pas super convaincant, donc je pense qu'il sera retravaillé, et qui va le retravailler, c'est quand même un homme derrière les machines aussi. Donc à la fois, faut se dire, on avance vers quelque chose qu'on ne connaît pas, ça fait toujours peur. Et à la fois, on a eu ça souvent avec beaucoup de progrès qui nous faisaient peur. Et on a heureusement abandonné la carriole. On est passé au train. Vous croyez qu'un jour, il y aura un robot comédien sur scène? Il y a déjà des hologrammes. Vous savez, il y a un spectacle ABBA à Londres, qui fait un carton. Et ça n'empêche pas Mamma Mia à Mogador cette année d'avoir fait un carton. Donc, je crois qu'il faut toujours voir l'avenir aussi avec optimisme. C'est mieux. Et ça ouvre peut-être plein de perspectives, même si ça pose de vraies questions. De vraies questions sur les droits d'auteur, qui sont menacés, sur les interprètes. Mais ça développera peut-être plein de nouveaux projets peut-être aussi. On va parler des Molières, la 35e cérémonie des Molières qui aura lieu lundi prochain aux Folies Bergères, et on va en parler avec vous, Jean-Marc Dumontet, dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gainsman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Marc Dumontet, producteur, président des Molières. Oui, on reçoit un président. Président des Molières, lundi 6 mai, c'est lundi prochain, 35e cérémonie des Molières, et vous produisez vous-même un certain nombre de spectacles et d'humoristes. Oui, j'ai la chance de produire effectivement aussi des spectacles, dont 3 d'ailleurs sont en lice. Le Cercle des Poètes Disparus. Le Cercle des Poètes Disparus, Interruption et Vidéo Club. Voilà. Et puis vous produisez aussi des artistes sur scène comme Alex Lutz, comme Panayotis Pasco, comme Fari. En tournée cette année. Oui, un certain nombre d'artistes. Il n'y a pas une petite conflit d'intérêts? Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Parce que vous votez pas. Je vote comme tout le monde, mais je suis une voix sur 3000, donc on ne peut pas dire que j'ai une influence colossale. C'était d'ailleurs quelque chose de très important pour nous quand on a repris les Molières il y a 10 ans, parce qu'en 2012-2013, il n'y avait pas eu de Molières, donc il y a une nouvelle équipe qui a repris les Molières, qui a relancé les Molières, et c'était très important que ce soit assez incontestable sur les règles de vote, et sur qui pouvait voter et comment, avec une très très grande clarté, parce que ça paraît toujours nébuleux quand on ne connaît pas, ça paraît toujours complexe. Et donc il fallait sur ça qu'il n'y ait pas la moindre subjectivité. Et on a d'une part mis en place des critères de renouvellement, parce qu'il faut toujours ceux qui sont en activité, et d'autre part, le vote pour les Molières, c'est pas un vote à vie. C'est-à-dire que vous votez pour 5 ans si vous pouvez justifier d'une activité théâtrale. Si au bout de ces 5 ans, vous ne pouvez pas justifier d'une activité théâtrale, vous n'avez plus le droit de vote, ce qui est toujours triste pour ceux qui quittent ce moment-là, mais qui nous paraît justifié pour pas qu'il y ait des espèces de petites rentes, entre guillemets, et de gens dont la présence ne serait pas ce qui est le cas pertinente. Au César. Non. Je ne sais pas comment c'est au César. Et déjà, il faut essayer d'être bien chez soi avant de regarder chez les autres. Mais ça aurait été bien, il y a des gens qui ont des abonnements au théâtre. Moi, je trouverais bien que parmi les gens qui sont abonnés au théâtre, ça veut dire qu'ils ont une certaine fidélité, qui sont des spectateurs, ça serait bien parmi les abonnés d'en prendre une vingtaine qui fassent partie du comité, puisqu'ils sont abonnés et qu'ils ont fait un effort pour aller au théâtre. Mais c'est une académie de professionnels. C'est-à-dire que ce sont des gens dont le travail c'est d'être soit sur scène, soit d'être un créateur, au sens large, au sens très large. Donc les spectateurs n'ont pas leur raison d'être. Ça pourrait être autre chose, mais c'est pas le cas des Molières. C'est un vote de 3000 professionnels. Alors, cette 35e cérémonie, qu'est-ce qu'elle va avoir de nouveau, puisqu'on cherche toujours de la nouveauté? Déjà, la présentation, c'est une femme. Alors, c'est Caroline Vigneault. C'est Caroline Vigneault qui relève ce défi. Et j'en suis assez heureux parce que c'est quelqu'un d'assez engagé, de fort et aussi de serein. C'est-à-dire que, vous savez, être devant tout votre métier, tout votre milieu ce soir-là,
se penser, parce qu'au fond c'est quand même souvent du fantasme, mais se penser jugé par ses pairs, c'est une énorme pression. Et elle y va avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'enthousiasme, une certaine curiosité de voir comment ça va se passer. Et cet appétit est très fort et elle a une très grande envie. Et à la fois, elle sait ce qu'elle veut, parce que c'est une femme de tête, et c'est en ça que c'est intéressant, elle sait ce qu'elle veut, et donc je pense qu'on va avoir, comme les précédentes cérémonies, parce qu'on a eu beaucoup de chance sur toutes nos cérémonies, il y a eu très peu de cérémonies des Molières décriées sur ces 10 dernières années, pour pas dire il n'y en a pas eu, de décriées. Donc on a cette chance d'avoir la volonté de faire une soirée qui va être festive, qui va mettre en avant le théâtre, et au fond, vous voyez, si on parle ce matin de théâtre, c'est un peu aussi grâce aux Molières. Et les Molières, c'est le 6 mai au soir, mais c'est aussi avant, c'est aussi après, et ce sont des coups de projecteur sur le théâtre. Elle était avec vous dans C'était vous, Caroline Vigneault, et elle a expliqué hier soir qu'elle avait envie que ça soit Champs-Élysées. Au niveau insomnie, on est bien. Il y a des moments où on se dit mais pourquoi j'ai dit oui? Et bon, non, ça va être chouette. En plus, c'est un vrai challenge. Je sais qu'on attend, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est bien? Si c'est pas bien, je vais vite le savoir. Si c'est bien, parce que je touche du bois, ça va bien se passer. Pourquoi Youpi? Pourquoi c'était un truc qui vous bottait tant de présenter cette cérémonie? Parce que honnêtement, j'adore cette cérémonie, je la regarde depuis toujours, depuis même très longtemps, et j'avais envie de créer la cérémonie que j'aimerais voir en tant que spectatrice. Et qui serait comment? Qui serait une vraie fête, un vrai divertissement, parce que non seulement c'est une cérémonie de remise de prix, mais c'est aussi, et il faut pas l'oublier, une émission de télé. Et moi, j'avais très envie que les gens qui regardent cette émission passent une bonne soirée. Raison pour laquelle j'ai demandé à tous les gens qui recevront un prix de ne pas remercier. De ne pas remercier du tout. Ils disent pas merci du tout. C'est ce que je leur ai demandé, on verra bien ce qui sera fait. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Mais plein de choses sur le théâtre, sur l'envie. Et puis moi, j'ai fait venir plein de surprises, plein d'artistes, pour montrer à quel point le spectacle vivant, c'est plein de choses. Ouais. Vous croyez vraiment qu'ils vont pas dire je remercie machin du théâtre machin, je crois rien. Je remercie ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. C'est une bonne idée, je suis pas naïf, en tout cas. mais en tout cas c'est une bonne idée. Je pense que l'idée de Caroline, et j'y adhère totalement, c'est que lors des remerciements, personne ne connaît le père et la mère du récipiendaire. En revanche, si chacun nous explique quel a été son coup de cœur sur cette pièce, la pièce pour laquelle il est couronné, quel a été son parcours, quelle est la jeunesse de la pièce, et tout ont des histoires, parce qu'on pense que les chemins sont linéaires. Non, vous savez, moi, pour monter le cercle des poètes disparus, j'ai mis 6 ou 7 ans, ça a été semé d'embûches. Et il y a un an, c'est extraordinaire. Les gens me disaient, bon, mais c'est peut-être pas une bonne idée, et fallait pas le faire quand on était vraiment dans les derniers mètres et qu'on n'y arrivait pas forcément. Et on y est parvenu. Donc il y a plein d'histoires à raconter, plein d'histoires assez enthousiasmantes. Et aussi, on peut parler du jeu, on peut parler de ses rapports avec les autres comédiens. Donc on peut lancer beaucoup d'éclairages qui donneront envie au public de venir. Or, si je remercie mes parents, mes cousins ou mon metteur en scène, ça ne donnera pas forcément envie de venir. Alors je ne crois pas que c'est un vœu pieux. Je pense qu'elle va orienter vraiment un certain nombre de lauréats qui iront dans son sens, et puis ceux qui auront envie aussi de remercier, y remercieront. C'est des moments de vie, si vous voulez, c'est des moments, mais on a envie que ce soit une fête du théâtre, donc que ça mette en avant le théâtre. Que ce soit un spectacle, et que ce soit un spectacle, une vraie émission. Et qu'on apprenne des choses, parce qu'autour de chaque spectacle, il y a beaucoup d'histoires à raconter, et on a la chance d'être en prime time sur France 2, autant en profiter pour se dire qu'on a un réservoir de public extraordinaire et que c'est le moment de mettre des coups de projecteur sur le théâtre. Ça ne jamais en audience, monsieur Dumontel. Écoutez, je ne sais pas si France Télé est suicidaire, mais on est en prime. C'est le rôle du service public. C'est le rôle du service public. Et on a des émissions qui ont bien marché. On a de très très belles courbes à chaque fois. C'est vraiment une émission où tout dépend de la concurrence. Parce qu'on va prendre un bassin. Et ce bassin, on va pas en perdre un. C'est vraiment, les courbes sont magnifiques chaque année. On va jamais perdre un spectateur. C'est-à-dire que les gens restent jusqu'au bout. Il y a évidemment le suspense qui va gagner, mais il y a aussi une cérémonie qui a toujours de la tenue. On peut penser, Nicolas Bedos, qui a toujours été un formidable maître de cérémonie. Ça a été un showman. Ça a été le premier à relever le défi en 2014 et 2015, et ensuite il est revenu en 2017. Mais ça a été un formidable showman autour de ces cérémonies. Et là, vous avez eu envie de changer, ou pour des raisons d'actualité, pour lui, c'était compliqué de présenter cette cérémonie? Pour lui, on sait clairement que c'est compliqué, que là aussi, il y a un train judiciaire qui est en cours et qui doit passer de toutes les façons. Donc, c'est pas le moment où il doit être exposé, et ce serait mal vécu, on comprendrait pas.
Et puis il faut renouveler. Et puis on avait envie vraiment d'avoir. On a eu déjà Zabou. Ouais. Il y a en 2018, on avait envie on a eu un épisode avec Marie-Sophie Lacaro, mais ça c'était pendant le Covid. Ouais. On avait envie quand même à nouveau d'avoir une femme. Et donc, c'est pour ça que notre choix s'est porté sur Caroline. Est-ce qu'il va y avoir des discours politiques ? On sait que souvent les comédiens profitent de ces cérémonies, on l'a vu au César, pour faire passer des messages. Est-ce que ça va être le cas ou pas ? Est-ce que vous arrivez à contrôler ce genre de choses ? Alors, on contrôle sans contrôler. C'est-à-dire que c'est une cérémonie qui est organisée par l'Académie des Molières. Donc à partir de là, on a évidemment un droit de regard. Et quand il y a des interventions, notamment d'organisations syndicales, on essaye. Moi, la première cérémonie, c'était 2014, donc c'était Aurélie Filippetti qui était ministre. Et il y avait déjà, c'était il y a 10 ans, mais tout se répète et le monde est un perpétuel recommencement. Et il y avait déjà donc des mouvements sociaux et la CGT qui voulaient parler. On avait calibré leur intervention parce que moi, je considère qu'il y avait une élue, enfin une ministre qui est légitime, on est en République, et qu'à partir de là, ça ne pouvait pas être l'halali, ça ne pouvait pas être des démonstrations assez violentes ou virulentes qui n'étaient pas respectueuses de sa fonction. Ouais. Donc j'étais intervenu et on avait discuté avec les organisations syndicales pour qu'ils puissent prendre la parole, mais que ça demeure digne. On peut être en désaccord, on peut vouloir prendre la parole, on peut vouloir mettre en accusation un pouvoir. En revanche, on doit toujours être respectueux parce que dans un État républicain, il y a une légitimité et là aussi on doit la chérir. Et il y aura Rachida Dati. Et il y aura Rachida Dati. Qui sera dans la salle. On va revenir dans un instant sur les différentes catégories, les pièces qui ont marqué l'année. Et puis, les auditeurs nous disent qu'il n'y a pas assez de théâtre à la télévision. Pourquoi pas mettre une super pièce de théâtre avant la cérémonie pour attirer les gens et avoir plus d'audience ? Il y a eu déjà. Il y a le service public, mais c'est vrai, c'est après ? Il y a une pièce de théâtre après ? Alors, en règle générale, il y a eu... Cette année, honnêtement, je ne sais pas. J'ai honte à moi, mais il y a eu très très souvent des pièces après la cérémonie. Ouais. Eh bien, en tout cas, on continue de parler des Molières avec vous. Moi, je voudrais savoir, et on s'en parlera après la pub, de savoir comment le théâtre va vivre au moment des Jeux Olympiques. Ouais. C'est déjà compliqué de se déplacer aujourd'hui. Donc, effectivement, les Jeux Olympiques, ça va être une problématique, en tout cas, pour les théâtres. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. On est ensemble avec vous sur Sud Radio, parce qu'on parlait hors antenne, avec Jean-Marc Dumontet, notre invité, président des Molières. Vous êtes également producteur, directeur de théâtre, et donc lundi prochain, sur France 2, en prime time, la 35e cérémonie des Molières. C'était pas sur France 3 avant ? C'était sur France 3 l'année dernière, ouais. Et on est revenu sur France 2. Sur France 2, donc cette cérémonie qui va décerner dans 19 catégories, oui. Qui va décerner donc meilleur comédien, le théâtre public, le théâtre privé. C'est très paritaire entre le théâtre public et le théâtre privé parce que c'est pas du tout les mêmes logiques et d'ailleurs les critères sont pas tout à fait les mêmes. Donc on est très paritaire pour saluer et le théâtre public et le théâtre privé, qui, contrairement à toutes les légendes, ne sont absolument pas en guerre, qui sont chacun dans leur sillon. Alors on est pourquoi il y a cette séparation public-privé ? Parce que les processus de création sont pas du tout les mêmes, qu'on joue beaucoup plus dans le théâtre privé. C'est-à-dire qu'une pièce dans le théâtre privé, ça fait régulièrement 100 dates, si vous voulez, ce qui n'est pas du tout le cas dans le théâtre public. Donc c'est sûr que si c'était mélangé, le théâtre privé serait très privilégié, puisque les pièces sont beaucoup plus longtemps à l'affiche. Donc ça nous apparaissait logique qu'il y ait deux catégories, parce qu'autrement je pense que le théâtre public aurait été lésé, et c'est pas du tout le but. Le but c'est qu'on célèbre les théâtres, qu'on célèbre tous les talents dans les théâtres, et donc qu'on n'évince pas l'un ou l'autre. Est-ce que ça a un impact sur la fréquentation, la soirée des Molières ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que... vous avez remarqué, oui. Parce qu'ils vont voir la pièce. Il y a des pièces qui sont... Parce qu'il y a des extraits qu'il faut raconter. Pardon, en tant que tel, sur la soirée et l'impact... pas forcément, mais sur les récompenses, bien sûr. Une pièce qui va avoir déjà au premier tour 3, 4, 5, 6 nominations. Il est évident que c'est un outil de promotion formidable, parce que, vous savez, le public, quand il va acheter une place de théâtre, il a envie d'être rassuré.
Et les Molières, ça offre un label supplémentaire. Donc le meilleur label, c'est le bouche à oreille. C'est quand votre meilleur ami vous dit que vraiment c'est formidable cette pièce. Ça. Mais dire que les professionnels considèrent que cette pièce mérite d'être en lumière, c'est quand même et sélectionné, c'est quand même un gage de qualité pour le public. Donc ça concourt à des taux de remplissage plus importants pour les salles. J'avais une question sur le salaire des comédiens. J'en connais quelques-uns. Vaste question. C'est très inégalitaire. C'est très inégalitaire. Un comédien qui jouait une pièce dans un théâtre un peu connu était payé 160 € la représentation. Ça dépend des théâtres. Ça dépend des théâtres. Dans les grands théâtres, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et les grandes stars du théâtre qui gagnent très bien leur vie. Toutes les têtes d'affiche que vous voyez dans le théâtre privé gagnent très bien leur vie. En revanche, dans le théâtre public, effectivement, les tarifs sont moins élevés. On gagne sa vie, aujourd'hui, c'est compliqué de... si on n'est pas une tête d'affiche, les autres comédiens, c'est compliqué. Non, on va prendre les comédies musicales, ils sont mal payés. Ils sont payés 80 €. Ah non, ils sont payés plus que 80 ou 100 €. Ils sont payés 130 ou 150 € dans les comédies musicales. Et là, je parle pour ce qu'on appelle les ensembles. Les ensembles, et puis ensuite, pas les solistes, mais ceux qui ont déjà des rôles un peu significatifs, ils gagnent 200, 300, 400 €. Donc les salaires sont quand même assez confortables à partir non pas de la notoriété, mais de la place que vous occupez dans une comédie musicale. Voilà, il y a beaucoup de monde dans une comédie musicale, c'est des économies extrêmement lourdes, Et vous avez par exemple un théâtre qui est le théâtre Mogador, qui fait Le Roi Lion, mais qui a produit aussi Mamma Mia, qui a produit Spamalot. On a Laurent Bentata qui sont des gens extrêmement sérieux, entreprenants, actifs et très très professionnels, et qui délivrent de très très beaux spectacles, parce que moi, de mes credos, c'est que c'est quand même la qualité des spectacles qu'on offre qui suscite le désir et rencontre le public, et Mogador en est l'illustration parfaite, qu'avec un travail très sérieux et actif, on arrive à faire de très grands spectacles. J'espère que Spamalot aura le Molière. Vous êtes un certain nombre à espérer cela. Maintenant, il y a 4 spectacles en lice. Il y a Mamma Mia, il y a Molière, le 4e, pardon, c'est le spectacle. Mamma Mia, Molière, l'opéra de Katsu. L'opéra de Katsu avec Christian Eck. Donc, c'est très large et très riche, et il y aura un seul lauréat. 3000 votants. On a l'impression tout de même que le théâtre se passe à Paris. Quid du théâtre en province ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Bien sûr qu'il y a une résonance particulière, parce que Paris, avec le gisement de population énorme, parce que c'est 15 millions. Pourquoi ça se passe à Paris ? C'est parce que vous avez un gisement de population très fort. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de retentissement. Ensuite, dans les pièces, par exemple, du théâtre public, il y a beaucoup de pièces qui sont issues des régions, mais qui ont moins de retentissement par la force des choses, parce qu'elles ont été moins vues, moins médiatisées. Parce que les médias sont à Paris, c'est aussi bête que ça, un spectacle à la Comédie de Saint-Étienne a moins de chances de susciter l'intérêt des médias qu'un spectacle qui va se jouer à Paris, à la Comédie Française, au Rond-Point, pour parler du théâtre public, à la Colline. Mais il y a des tournées aussi, il faut le dire. Bien sûr, il y a beaucoup de tournées, et les spectacles vont beaucoup en tournée. On a la chance, vous savez, dans ce pays, d'avoir un maillage extrêmement fort, et donc nos spectacles partent beaucoup en tournée. Et il faut savoir que souvent, beaucoup de spectacles perdent de l'argent à Paris et gagnent de l'argent grâce à la tournée, grâce à la province, on est d'accord ? Oui, c'est exactement ça. Paris, c'est la vitrine, effectivement, c'est ce qui vous permet souvent de faire découvrir vos spectacles. Et on perd de l'argent à Paris. Oui, parce que l'exposition est lourde, et que le temps qu'on soit connu, que le spectacle soit révélé, il y a tellement de spectacles à Paris, on a cette chance-là. Il y a énormément de spectacles. Mais quand vous êtes une jeune compagnie, ou même quand vous êtes un théâtre, c'est difficile de surnager, et il faut vraiment que votre spectacle puisse faire son chemin. Et ça met du temps, donc ça coûte de l'argent. Et après, c'est la province qui vous fait gagner de l'argent. Et c'est effectivement en province qu'on peut gagner de l'argent. Votre nom a circulé pour être ministre de la Culture. Vous auriez aimé C'est une histoire ancienne, oui, ça a circulé. J'ai postulé en 2022. Vous avez postulé ? Oui, bien sûr. Et ça ne s'est pas fait. Et vous auriez aimé, c'est un poste qui quand vous postulez, c'est que vous avez envie. On peut penser. Maintenant, il faut être serein par rapport à ça. Quand vous postulez, on a le droit de vous dire non. Et c'est pas un drame. Et la vie continue. Pourquoi vous a dit non, d'après vous ? J'en sais rien, parce que vous savez, un gouvernement, c'est plein d'équilibres. C'est plein d'équilibres.
Et le gouvernement qui va être annoncé le mardi après-midi, par exemple, le mardi à midi, il y a un certain nombre de personnes qui sont encore sur la liste. Absolument, et qui 3 heures après n'y sont plus. Donc c'est des équilibres politiques, c'est des équilibres sur les origines territoriales, parce qu'il faut que le centre soit représenté, mais il ne faut pas oublier le nord, et puis les femmes, et puis il faut des Parisiens, et puis il faut des femmes, et puis il faut mixer beaucoup de critères. Moi Jean-Marc, je vous nomme ministre de la Culture. Quelles sont les choses que vous changez ? Qu'est-ce qui ne va pas dans la culture dans ce pays, ou quelles auraient été vos 2 premières mesures? Là, je vous répondrai pas, parce que je n'en sais rien, et puis c'était en 2022. Ce dont on a besoin, ce dont on a besoin, c'est de stabilité. Ça fait 10 ans que je m'occupe des Molières, 8 ministres. C'est quand même assez dingue. 8 ministres, 10 ans. Donc il y a besoin. Vous avez 8 ministres. Oui. Oui. Et oui, je peux vous faire la liste si vous voulez. Non, mais 8 ministres de la culture. Oui, ça a commencé Philippe Etty, Fleur Pellerin, Audrey Azoulay, Madame Nyssen, Franck Rister, Madame Bachelot, Rima, Abdul Malak et maintenant Rachel Dati. Incroyable. Donc c'est 8 ministres, donc c'est personne qui peut imprimer sa marque. Et il y a des viviers extraordinaires en France. Dans le milieu culturel, il y a des grands acteurs culturels qui sont l'Opéra de Paris, qui sont des très grands acteurs, la Bibliothèque nationale de France, et qui ont besoin d'avoir des directions, même si leur patron ou patronne, souvent c'est des femmes d'ailleurs à la tête de cet établissement, on a besoin d'une impulsion politique. Et elle n'est pas donnée, même si ces grands professionnels savent très bien faire leur travail, mais il y a besoin d'une impulsion politique. Elle n'est pas donnée. Vous vous êtes éloigné d'Emmanuel Macron, parce qu'on vous disait très proche de lui. Je conserve toute mon estime pour lui, toute mon affection et tout mon soutien. Ensuite, j'ai été très actif sur la première campagne, sur la deuxième campagne où j'étais son référent culturel. Et puis ensuite, j'ai aussi des théâtres à faire tourner, mais mon soutien demeure, sans aucune ambiguïté. Un auditeur demande quand reviendra Nicolas Canteloup sur scène. Quand reviendra Nicolas? Mais quand Nicolas, on aura... Vous êtes le producteur bien de sûr, Nicolas Canteloup. Depuis 25 ans, ça ne nous rajeunit pas, ni à l'un ni à l'autre. Quand Nicolas en aura envie, Nicolas, sa grande passion, c'est l'équitation. Donc il s'y adonne énormément. Sa fille est une grande championne. Donc c'est beaucoup son horizon aujourd'hui. C'est vrai que quand vous avez la chance, on a fait pendant 16 ans Europe 1, et puis maintenant ça fait 13 ans sur TF1. Quand vous avez cette chance-là, ça vous rend peut-être un petit peu paresseux. Et c'est vrai qu'écrire un spectacle, c'est des mois et des mois de travail, de rodage. Et c'est vrai que quand vous êtes happé comme lui par une grande passion qu'est l'équitation, quand vous avez à côté de ça TF1 qui lui prend aussi beaucoup de temps, et il arrive à un moment où peut-être vous privilégiez un peu trop votre confort personnel et vous n'avez pas envie de repartir sur les routes, vous n'avez pas envie de rejouer votre titre. Mais moi, je l'encourage depuis longtemps. Lui, ça lui trotte vraiment dans la tête, mais on n'est pas encore passé sur scène. C'était une erreur de quitter Europe 1 parce qu'il a moins de visibilité, forcément, qu'on est alors, tous les jours à la radio. Alors, il n'y a pas une erreur parce qu'on nous a un peu poussé pour quitter Europe 1. Il n'a pas quitté. On a... Quand il y a eu un changement d'actionnaire, même si c'était pas encore fait, mais quand il y a eu... Arnaud Lagardère a commencé à faire des alliances, et notamment avec le groupe Vivendi, effectivement, on a été poussé vers la sortie alors qu'on avait un an de contrat. Et pourquoi ? Je sais pas. Sur les textes ou c'était écoutez, j'en sais rien. En tout cas, nous, on a été très tristes parce que ça a été un moment de grande liberté. Que ce soit avec Jean-Pierre Elkabbach qui est venu nous chercher, avec Alexandre Bompard, avec Denis Oliven. Ça a été des moments de très très grande liberté où on s'est beaucoup amusé, où on pouvait brocarder vraiment tout le monde, et c'était génial d'avoir les invités politiques en face. C'était génial aussi de pouvoir se moquer d'Arnaud Lagardère, de Denis Oliven, d'Alexandre Bompard ou de Jean-Pierre Elkabbach, qui au début comprenait pas. Jean-Pierre il m'appelait en me disant mais vous pouvez pas me parodier derrière parce que moi je suis avec mon invité derrière et ça va pas. Et je disais si Jean-Pierre, on va continuer. Mais oui, mais c'est déstabilisant pour moi, et puis ça me décrédibilise, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et Jean-Pierre avait accepté. J'aurais pu vous le faire avec l'accent de Jean-Pierre. Jean-Pierre avait accepté. Donc on a eu tous ces moments de bonheur, et c'est vrai que au bout de 16 ans, partir par la petite porte, c'était vraiment pas agréable, et c'était triste. C'était triste, je pense, pour les auditeurs, parce que tout de suite, il y a quand même une perte colossale. C'était triste pour la radio, pour la dynamique de la radio, et c'était triste pour ce que ça voulait dire,
ça voulait dire qu'au fond, l'impertinence n'avait plus de raison d'être. Donc ça, c'était dommage. Voilà. Gilles avait une question sur les Jeux Olympiques, le théâtre pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est bien, vous posez ma question. Non, mais vous l'avez annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, d'abord, vous pourrez continuer à jouer. Alors, un lieu comme le Point Virgule va continuer à jouer parce que le Point Virgule est ouvert 365 jours par an. Et il y a un certain nombre de théâtres qui sont ouverts toute l'année. En revanche, ce sera accessible, on pourra aller au théâtre facilement, ou vous êtes dans le Non, mais faut arrêter de penser. Vous savez, je crois que ce pays doit changer de logiciel. Donc oui, il y aura des contraintes, mais oui, c'est génial d'avoir les Jeux Olympiques à Paris. Et ça doit être un moment de fête, et ça doit être un moment dont on se rappelle. Dire qu'on nous rabat les oreilles avec les Jeux Olympiques qu'il y avait il y a un siècle ou je sais pas combien de temps en France. Et pourquoi là, ce serait la catastrophe annoncée ? Pourquoi c'est ça notre logiciel dans ce pays, de toujours penser que ça va être le pire ? Parce que c'est Emmanuel Macron. Parce qu'il y a Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron... alors si Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des épreuves olympiques ? Il fait quoi ? Vous comprenez qu'il focalise beaucoup de choses. Mais c'est pas Emmanuel Macron. On est dans un système de monarchie républicaine depuis 65 et l'élection au suffrage universel du président qui sacralise, comme le 5e à Reims sacralisait l'élection. Donc on sacralise l'élection et il y a une détestation farouche de tout président. Au bout d'un an, Sarkozy, c'était impossible, mais c'était vraiment impossible. Là, ça fait 7 ans. C'est au bout de 7 ans, Macron. Au bout de 3 mois, François Hollande était totalement décrédibilisé. Donc, il y a une détestation absolue du pouvoir en France. Faudra un jour qu'on sorte d'ailleurs de ce réflexe anti-élite primaire qui ne nous fait pas de bien et n'augure pas de jours excellents. Donc, fêtons les JO. Mais fêtons les JO, et pour les théâtres, on avisera. Peut-être que ce sera compliqué. Si c'est compliqué, les spectateurs arriveront un quart d'heure en retard. C'est pas très grave. Pas avec Fabrice Lucchini. Ça m'est arrivé une fois d'arriver 1 minute en retard, j'ai pas pu rentrer. Lui, il ferme les portes. Mais parce qu'il peut comprendre. Il a le luxe absolu. Il a le luxe absolu d'être archi plein. Et donc à partir de là, et puis de vouloir sacraliser ce moment de partage qu'il a, parce que c'est un moment de partage extraordinaire qu'on vit quand on est avec Lucchini sur scène. Tu as raison, vous étiez énervé. J'étais énervé, mais il a raison parce que quand vous êtes dans la salle et que vous êtes dérangé par des spectateurs qui arrivent et qu'il est dans un seul en scène, dans une toute petite pièce. Voilà, oui, on est en colère et on se dit, la prochaine fois, j'arriverai avec de l'avance. Donc, grande soirée, lundi soir, les Molières, vous allez voir... Et puis, on peut citer juste, parce qu'on doit rendre l'antenne, mais la 9e édition du Festival d'humour de Paris qui va avoir lieu du 13 au 25 mai à Bobino. Il y aura Pierre Richard et Gad Elmaleh. Pierre Richard, 89 ans, et nous avons créé son spectacle avec Christophe Duturon. Enfin, c'est Christophe Duturon et Pierre qui ont créé ce spectacle. Le 15 janvier en région parisienne, et Pierre est parti à 89 ans sur les routes de France avec un appétit, avec une jeunesse que je nous souhaite à tous, mais que je nous souhaite déjà à nos âges respectifs. Voilà, d'avoir cette légèreté, cette énergie, cet enthousiasme et cet optimisme dont on parlait à l'instant sur la façon d'appréhender la vie. Et Pierre, il a ça, et c'est une grande leçon. On arrive à trouver une assurance pour un comédien de 89 ans ? On trouve une assurance, mais c'est pas ça le débat. Moi, mon débat, c'est quelle grande chance d'accompagner Pierre depuis 20 ans. Et à partir de là, on trouve les moyens. Le but, c'est de le faire. Du 13 au 25 mai à Bobino, donc la 9e édition du Festival d'humour de Paris, les Molières lundi, grande soirée, beaucoup de promesses et de surprises avec Caroline Vigneault. Puis tous les comédiens seront là, et comédiens et comédiennes. Oui, à quelques rares exceptions. Charles Berling, Laurent Lafitte, Roche Dizem, Micha Lescaut, qui sont dans le théâtre public. Comédiens. Et puis Molière de l'humour, Élodie Pou, Fabrice Eboué, Pablo Mira et Sophia Aram. Voilà, moi c'est large et riche. Vous avez adoré. C'est large et riche. Oui, absolument. Il y a plein de choses. C'est très éclectique. Sophia Aram, c'est votre chouchou. Vous avez adoré son spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé son spectacle. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet. On serait bien resté encore avec vous. Vous reviendrez. Et on vous souhaite une bonne cérémonie des Molières lundi sur France 2 à 21h. Merci à vous. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.